faut pas qu'on tue la profession, c'est ce que je dis toujours, faut pas tuer la profession, point à la ligne. Ils se dressent sur l'eau contre la réforme du statut du marin-pêcheur. Les professionnels du secteur ont manifesté ce jeudi dans la rade de Papeete. Ils s'entretiennent avec leur ministre de tutelle depuis 17 heures. La saison cyclonique approche et les services de l'État et du pays se préparent. Comme chaque année, ils ont simulé une situation de crise, poste de commandement déclenché au commissariat. Puis nous prendrons des nouvelles de nos sportifs à l'international dans Teara Sport. Oriano Tefao mettra à l'honneur nos amoureux du ballon. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Avant de développer nos titres, nouvelle bagarre entre jeunes. C'était hier au collège de Tiperui où les pompiers ont dû intervenir après un malaise. Le phénomène préoccupe les familles et semble dépasser les premiers concernés. Il est amplifié par l'effet des réseaux sociaux. Laure Philibert et Stefano Cordet. C'est devenu le quotidien de ces adolescents. Les bagarres s'invitent dans les cours de récréation. Comme hier, au collège Luis Tehea Carlson, où les pompiers ont dû intervenir après le malaise d'une élève. Hier, il y a une fille qui est partie à l'hôpital. Mardi, il y a eu 7 bagarres en 1 heure pendant la pause méridienne. Je pense que les élèves ne se sentent pas en sécurité. Hier, il y a eu 3 bagarres au moins. On m'a bousculée, j'étais sous le choc. Je voulais que ça s'arrête les bagarres. On vit un peu dans la peur de se faire frapper, de se faire tabasser, d'être impliqué dans une bagarre alors que t'as rien fait. Au début, ça allait, c'était pas très régulier, mais là, ça commence vraiment à nous faire peur. Par exemple, on pourrait mourir demain parce qu'il y a beaucoup trop de bagarres. On aimerait bien que ça s'arrête. Alors que l'établissement célébrait la Blue Shirt Day lundi, une journée contre le harcèlement scolaire, les rixes à répétition préoccupent les familles. Il m'a dit, maman, il y a eu quelque chose de très grave d'ailleurs, il y a eu des bagarres à l'école. Et le fait qu'il y a de la violence comme ça, surtout peut-être de la violence gratuite entre les adolescents, ça devient un peu perturbant. Ça fait effectivement à peu près 2 ans qu'on voit de plus en plus de violence dans l'établissement, mais aussi en dehors. Donc mes enfants me rapportent régulièrement qu'il y a des bagarres, que ce soit au stade ou dans la cour. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas banaliser effectivement les choses. C'est quand même, c'est pas parce que ça arrive plus souvent qu'il faut dire que c'est normal. Les vidéos qui abondent sur les réseaux sociaux alimentent le phénomène. L'école, c'est l'instruction, mais la famille, c'est l'éducation. Donc tout se passe au sein du foyer. Évidemment, il y a une responsabilité des parents avant tout, mais à partir du moment où les parents ne remplissent pas forcément leur rôle, c'est peut-être à l'éducation de prendre le relais là où les parents pêchent. Rapidement, le personnel enseignant est réuni et une communication avec les élèves est organisée. Ce matin, la direction a fait le tour des classes. Le collège, qui n'est pas coutumier du fait et qui affichait l'an dernier les meilleurs résultats au DNB, voit tout de même les patrouilles des forces de l'ordre se multiplier. Quelles sont les réponses apportées par les autorités face à ce type de phénomène? La question sera abordée lors du conseil d'établissement du collège mardi. Collège qui a mis en place les années précédentes des actions pour favoriser la communication non violente. Du côté des décideurs, c'est le silence total. Contacté mercredi après-midi, le ministre de l'Éducation n'a pas répondu à nos questions, tout comme le vice-rectorat. Nos équipes n'ont pas été autorisées à interroger les encadrants du collège Luis Tehea Carlson. Potimarara, Tonier et Bonitier, leur présence dans la rade de Papeete n'est pas passée inaperçue ce matin. De nombreux pêcheurs ont protesté sur le plan d'eau contre la réforme de leur statut annoncée par le gouvernement. Emma Mathieu et Hemanu Manutei ont embarqué avec eux. Vous le voyez autour de moi, des dizaines et des dizaines de pêcheurs côtiers et hauturiers se sont mobilisés ce matin dans la rade de Papeete. Ils sont ici depuis environ 8 heures pour montrer leur mécontentement et leur désaccord vis-à-vis du nouveau statut de marin-pêcheur proposé par le gouvernement. On a été un petit peu pris au dépourvu. Pendant 2 ans, on nous a dit qu'on n'était pas dedans, donc on n'a pas eu de réunion, de concertation. On n'est pas vraiment au courant de ce qui va se passer. Ils n'ont pas pris en compte les bateaux qui sont affrétés, les bonitiers. Peut-être qu'il va falloir déclarer. En fait, on est dans le flou total, quoi. Si le statut de marin-pêcheur est appliqué depuis le 1er janvier 2012, sa réforme est engagée depuis 1 an et demi par le gouvernement. Cette nouvelle version inquiète, elle menacerait selon les pêcheurs 30% de leur emploi. Celui qui n'a jamais investi dans un bateau,
il ne peut pas parler. Moi, j'ai investi dans un bateau qui m'a coûté 60 millions. Là, je sais quelle est la douleur que j'ai. Et c'est pour ça que je vous dis, non, on n'est pas d'accord. Il ne faut pas qu'on tue la profession, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas tuer la profession, point à la ligne. Avec cette manifestation, les professionnels espèrent faire réagir le gouvernement et les élus. Leur temps est compté, il faut trouver des consensus avant le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de ce projet de réforme. Pour mener à bien les négociations, pêcheurs côtiers et hauturiers unissent leurs forces. Dedans les syndicats, ils nous demandent une représentativité, il faut qu'il y ait des bonitiers, il faut qu'il y ait des petits marins, il faut qu'il y ait des tonniers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très solidaires. À un moment donné, on s'est tiré un peu dans les pattes. Aujourd'hui, on est solidaires. Il faut qu'on fasse avancer le secteur de la pêche. C'est pour le bien de tout le monde. Face à cette mobilisation, le gouvernement tente de rassurer en affirmant que le nouveau statut de marin-pêcheur sera appliqué progressivement sur 10 ans. Période durant laquelle le pays viendra en soutien financier des parts de cotisations sociales. C'est cet aspect-là qui n'a pas été bien entendu, je pense, par nos pêcheurs professionnels, mais c'est également garantir la profession d'avoir une attractivité vis-à-vis de la jeunesse et garantir la protection sociale des marins-pêcheurs. C'est important, c'est une avancée sociale. Et la réforme qui est proposée maintenant, c'est d'adapter justement ce statut aux configurations spéciales du secteur de la pêche professionnelle. C'est notamment la part de pêche, qui n'étaient pas auparavant pris en considération. Et tous ces éléments-là, on a besoin en effet de mieux leur expliquer. Pour éclaircir ces points, les représentants de la profession et partenaires sociaux sont en entretien avec le ministre en charge du secteur primaire depuis 17h. L'archipel de la société en vigilance orange forte pluie. Après la côte ouest de Tahiti hier, des pluies diluviennes se sont abattues aujourd'hui sur les Raromatei et notamment à Taha'a, où les établissements scolaires ont été évacués et seront fermés demain vendredi. En prévision de la saison cyclonique, justement, les autorités de l'État et du pays ont organisé aujourd'hui un exercice de sécurité civile. Le Haut-Commissariat a déployé un poste de commandement de crise, une simulation nécessaire pour être opérationnel en cas de catastrophe. Thomas Chabrol. L'exercice annuel réunit 80 personnes. Il permet de travailler sur l'anticipation et de revoir des procédures communes entre les services de l'État et du pays. Nouveauté cette année, dans le plan Orsec, les couleurs utilisées jusqu'à présent pour l'alerte cyclonique sont supprimées pour éviter la confusion avec celle des vigilances météorologiques. Pour clarifier et simplifier, donc sur l'alerte cyclonique, on va uniquement utiliser le vocabulaire, donc préalerte cyclonique, si on est à moins de 48 heures. Si le phénomène se rapproche et qu'à moins de 12 heures, on risque d'avoir un cyclone, donc on passe en alerte. Et ceci pendant le passage du cyclone. Et puis, quand le cyclone s'éloigne, on passe en phase de sauvegarde. Chaque service est en ordre de marche pour organiser à la fois les secours, les évacuations ou encore les prises de décision. AE et Maenini ont participé à distance à cet exercice. On a projeté pour la première fois un officier de sapeur-pompier qui est rompu à aller sur des terrains difficiles, qui est un officier de mon équipe et qui est parti avec des moyens de transmission avec la population, se mettre à l'abri, attendre le passage du cyclone pour être en capacité immédiatement derrière de remonter un premier bilan situationnel. À l'approche de la saison cyclonique qui débute le 1er novembre, l'expertise des météorologues de l'Océanie est particulièrement attendue. Avec le réchauffement climatique, de nouveaux paramètres entrent en compte dans le travail des prévisionnistes. Et de l'autre côté, on a d'autres paramètres comme les cycles El Niño qui impactent aussi beaucoup le nombre de cyclones qu'on peut avoir dans l'année. Et là, cette année, normalement, on devrait plus être comme l'année dernière dans une phase El Niño qui était assez favorable au développement. C'est pour ça qu'on espère avoir un petit peu moins, en tout cas statistiquement, de cyclones cette année. Difficile de prédire l'apparition ou pas de phénomènes dépressionnaires pour les mois à venir. Météo France scrute le ciel et les services du pays, de l'État et des communes seront vigilants à la moindre alerte. Et à Paris, le président Moïse Broderson s'est entretenu pour la première fois avec le nouveau ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. Il était accompagné des ministres de la Santé, des Grands Travaux et de la députée Myriana Red-Arbelot. Le président souhaitait surtout savoir si les dossiers engagés avec le précédent gouvernement allaient être maintenus en l'état. Nous l'écoutons, qui a été en partie rassuré. Il est au micro de Jean Fatah pour Outre-mer 360 et TNTV.
On a parlé du 3IF, troisième instrument financier qui vient financer les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières chez nous. On a parlé de la convention PSG, donc avec deux sujets qui nous semblent importants. C'est celui des évasans d'urgence qui, de notre lecture des textes, relève de la compétence de l'État, c'est de la protection civile, c'est pas de la santé. Et également celui des molécules onéreuses qui sont inscrites en fait dans un article de 2008 du Code de la santé publique français qui a été étendu chez nous. Voilà, donc on a balayé un peu tous ces sujets, on a parlé également de l'IDAR, on a parlé de campus des métiers, qualification de la mer, donc on a un peu tous les dossiers qui étaient déjà finalement engagés avec l'équipe précédente et dont on veut s'assurer qu'ils suivent bien leur cours. Retour en Polynésie, où ce jour marque les 45 ans de la Fraternité chrétienne des handicapés. À cette occasion, la présidente de l'association depuis 1990, Pauline Moua, a reçu la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. En 3 décennies, de nombreuses actions ont été menées pour améliorer la prise en charge des personnes handicapées et changer le regard de la société à leur égard. 4 nouveaux centres d'accueil ont vu le jour, dont un spécialement dédié aux adultes polyhandicapés. On l'écoute au micro d'Esther Parocordette. Il y a tellement d'événements, c'est surtout de passer déjà dès le départ d'un bénévolat des salariés, des personnes, jusqu'après au salariat. Donc ça c'est une avancée formidable et surtout aujourd'hui on a vraiment vu le boom. Tous les moyens qui ont été donnés par le pays, par la CPS, ont permis des bonnes prises en charge au niveau de nos enfants, de la mission Fareura et les 2 centres de Punavia. Nous vous présentions son programme hier soir sur ce plateau. Le festival Parauti Amai s'est ouvert ce matin au Te Whare Tauhitinui à Papeete, une immersion de 4 jours dans les langues polynésiennes à travers diverses activités. Voyez plutôt ce reportage. Eto upapaithere afar imai I te ie pro eta umerahitie maururu. Les langues polynésiennes sont mises à l'honneur à la Maison de la Culture Te Whare Tauhitinui. Initiation à l'art déclamatoire, au tressage ou encore à la confection du kumuhei. Près de 200 animations sont proposées au public en tahitien, en marquisien, mais aussi en paumotu. Comme on dit en tahitien, tiama, c'est la liberté. C'est de ne pas avoir honte de parler, même si tu ne connais pas vraiment les bases, tu n'as pas l'habitude de parler, n'aie pas honte, parle. C'est notre langue, donc il ne faut pas hésiter de parler. Il faut échouer pour apprendre et au moins tu feras vivre la langue. Essayer n'est pas échouer pour ces apprentis présentateurs du journal tahitien. L'exercice n'est pas facile, mais il captive rapidement l'attention des élèves. À la fin du prompteur, leur journée se poursuivra dans un autre atelier et peut-être même dans une autre langue. Un pari réussi pour les organisateurs qui veillent à la préservation de l'identité culturelle polynésienne. On reste dans le centre-ville où s'est tenue hier soir, dans les jardins de la mairie, la cérémonie d'ouverture du Papeete International 7. 2 ans après sa dernière édition, ce tournoi de rugby à 7 réunira vendredi et samedi 17 équipes au Stade Pater à Pirée. Désiré Teivao nous en dit plus. Une invitée de marque dans la capitale, la néo-zélandaise double championne olympique de rugby à 7 Tyla King est la marraine du Papeete International 7 cette année. La Kiwi a hâte de voir les équipes à l'œuvre. J'espère voir du beau rugby pendant le tournoi. J'aime beaucoup les maillots. Il y a des équipes polynésiennes et leurs maillots représentent bien leur culture. C'est ce qui rend cette compétition si spéciale. Je pense que l'on aura un très bon tournoi. Il y a des équipes féminines aussi qui viennent de France et d'Australie. Je suis ravie d'être ici et d'apporter mon soutien à cette compétition. Parmi les équipes en lice, on retrouve les Eagle Rock, tenants du titre de la compétition. Des formations de Nouvelle-Zélande, des îles Cook ou encore de l'Hexagone ont également fait le déplacement. Les 7 Fantastiques, vice-champions de France, figurent parmi les favoris du tournoi. On visite l'île et on visite les îles aux alentours, mais on est quand même aussi venu pour jouer au rugby. Et quand on joue, quand on est sur le terrain, on a envie de gagner, on n'aime pas perdre. Donc ce sera pour gagner le tournoi, on espère. Après, on ne connaît pas du tout les autres équipes, donc on n'a aucune idée du niveau. Donc on verra sur le terrain ça vendredi. Il faudra évidemment compter aussi sur les équipes de Papeete, Pirée, Fa'a, Punauia, Paea et Huahine.
La formation des îles sous le vent qui compte bien embêter ses adversaires. Nous déjà c'est de tenir les équipes de Tahiti d'abord, hein. Après si on peut gratter, mais voilà, on va essayer tout le possible qu'on peut, quoi, hein, le possible. Quoi. Le dernier Seven qu'il y a eu avant la Coupe du Monde, bon, on est arrivé 7e du tournoi du Papeete Seven. Et après on a continué Quand on a continué, on a commencé à gagner aussi contre les équipes de Tahiti au moins. Le coup d'envoi du tournoi sera donné demain à 11h30 au Stade Pater. La première rencontre opposera les 7 Fantastiques au Papeete Rugby Club. On change maintenant de discipline et on s'éloigne du Fénois dans notre rubrique Terra Sport. Ce soir, il nous amène dans l'Hexagone et nous parle sport de ballon. Oriano Tefao est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, on prend d'abord des nouvelles de 3 volleyeuses tahitiennes qui représentent désormais l'équipe de Saint-Dié-des-Vosges. Et oui, pour cette saison du championnat élite, c'est la 2e division du volleyball français féminin. Les sœurs jumelles Tehia et Tehei Labaste ont rejoint Kahaya Tobra chez les Loups de Saint-Dié-des-Vosges. Et bonne nouvelle puisque pour l'instant, parcours sans faute pour nos Tahitiennes et leur club. 3 matchs, 3 victoires. Elles prennent donc la tête du classement provisoire. On leur souhaite le meilleur pour la suite de la saison. Toujours du côté de la métropole, mais en football cette fois, rencontre avec un jeune qui veut percer dans le haut niveau. Et oui, coup de projecteur sur Veitea Segui, 18 ans, il a fait la sélection tahitienne U17, il a été formé à l'AS Tefana, lui s'est exporté assez tôt en métropole après avoir décroché son DNB au collège Notre-Dame des Anges à Faa. Il s'installe en section sportive à Toulouse et en parallèle, il a intégré l'US Colomiers. Aujourd'hui, il est en première année à l'université, il évolue toujours dans le même club et en U19 national. Cette fois-ci, il nous raconte la situation de l'équipe et nous explique comment il gère, comment il concilie le sport et les études. Cette année-là, à l'US Colomiers, je joue en 19 nationaux. C'est le plus haut niveau dans cette catégorie. Dans la poule, on a plusieurs clubs professionnels comme Saint-Étienne, Nice, Monaco, tout ça, l'OM, etc. Donc c'est le plus haut niveau dans cette catégorie en France. Moi, je sors de la fac. Je me dépêche vite, soit en transport en commun, soit en voiture pour y aller. Après, je fais mon entraînement. C'est vrai qu'on n'a pas, comparé en section sportive où on avait un entraînement tous les jours, voire un jour, 2 fois par jour. Là, cette année, c'est que le club, donc j'ai 3 à 4 entraînements par semaine. Niveau rythme, ça va beaucoup mieux, quoi. Et lorsqu'on part très jeune, ce n'est évidemment pas facile de gérer son quotidien tous les jours, comme en témoigne Veitea. Et en fait, partir aussitôt, c'est du part jeune. Tu n'es pas forcément très très mature comparé à ceux qui partent un peu plus tard. Tu as le climat qui change, beaucoup plus froid. Le froid, c'était compliqué au début. Après, loin de la famille, moi, mon père il m'a accompagné, mais je suis loin de ma mère. Voilà, c'est très compliqué, quoi. Il y a beaucoup de sacrifices à faire et c'est pas si simple que ça. Surtout en partant jeune comme j'ai fait, quoi. Lui aussi s'est lancé très jeune dans l'aventure sport-études. À 16 ans seulement, Naoura Tegnaro arbore les couleurs de l'équipe de terre froide dans l'Isère. Et oui, il s'est installé dans la ville de Voiron l'année dernière. Il continue sa scolarité au lycée, puis à l'internat. En parallèle, il s'entraîne au sein de l'académie Endoff, un tremplin pour les étudiants qui veulent atteindre le niveau professionnel. Il évolue chez les U16, puis chez les U18 à terre froide. Et aujourd'hui, il s'est surclassé chez les seniors en National 3. Le rythme de compétition est bien entendu plus élevé et les distances à parcourir pour disputer les matchs sont longues. Écoutez-le. Il faut vraiment être habitué à faire de l'entraînement parce que l'année dernière je jouais en U17 et on faisait pas autant de trajets, quoi. Genre nous nos trajets c'était 1h30, 2h max, c'est pas 5 4 6 heures. En fait là on a fait sur 4 matchs, on a gagné que 1 en senior. On a gagné notre premier match là samedi dernier et ça nous a remonté le moral parce qu'on est allé à 5 heures d'ici à Bandol dans le sud, on a perdu d'1 point, ça nous avait pas baissé le moral, mais au contraire, c'est là qu'on a commencé à prendre confiance. On s'est dit qu'avec notre équipe, on peut gagner cette année aussi. Et d'autant plus que l'académie exige d'être aussi bon dans les études que dans le sport. Alors le Tahitien a dû adapter son emploi du temps très serré. Il nous présente une journée type.
Le matin, je me lève, j'ai entraînement de 8h à 9h. Et ensuite, après cet entraînement-là, on a genre 15 minutes pour se préparer pour aller à l'école. Et on commence à 10h. Jusqu'à 15h30, après on a fini. On retourne à l'internat, là où on loge. Et on a 1 heure d'études. Et cette heure d'études-là, elle est très importante. Pendant cette heure d'études, tu fais tes devoirs et tout. Du coup, je me repose jusqu'à 19h. Je vais manger. Et à 20h30, j'entame mon entraînement jusqu'à 22h. À 22h, je finis. Et après, le lendemain, ça reprend. C'est la même chose. Enfin, sauf le vendredi. Vendredi, on est off. Hein. Ils nous laissent ce temps-là pour se reposer et tout. Voilà, et à savoir qu'ils sont 10 Tahitiens à porter le maillot de terre froide, mais dans les plus petites catégories. On prendra bien entendu des nouvelles prochainement. Merci Oriana Defa pour ces nouvelles de nos athlètes. Merci à vous. Et avant de se quitter, cette ultime information sportive, la sélection tahitienne de football affrontait aujourd'hui la Nouvelle-Zélande dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde de 2026. Les Kiwis l'ont emporté 3-0. Retrouvez plus d'informations et des images sur nos plateformes digitales. On arrive donc au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, un nouveau numéro de votre magazine Moana, puis passer un moment gourmand avec le retour du meilleur pâtissier. À partir de demain, Davidson Bennett reprend les commandes de votre journal. On se retrouve lundi. Je vous laisse profiter du haka offert par des élèves maoris au lycée Samuel Rapoto. Belle fin de semaine et une excellente soirée à tous.